aussi un peu de ce qui se passe de façon intime dans nos psychés, parce que évidemment, on ne peut pas être indemne de notre éducation, de ce qui nous a imprégné, de comment ces combats se sont inscrits ou pas en nous. Juste une petite anecdote personnelle. Moi, j'ai une mère féministe militante. Donc j'avais les réus du planning familial à la maison, SOS femmes battues. Enfin bon, autant vous dire que j'ai fait un petit rejet de la cause pendant pas mal d'années. Aujourd'hui, j'ai un peu de mal à me revendiquer féministe, parce que je pense qu'il y a ce truc mère-fille. Enfin, vous avez qu'à lire Psycho, vous comprendrez. Mais j'agis. En fait, j'agis dans le journal, sur le site. On fait super attention à donner la parole à des femmes expertes. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu passer il y a quelques années, il y a une commission sur l'image des femmes dans les médias, dont les résultats étaient assez hallucinants. En gros, 20% des experts cités dans tous les médias confondus, radio, télé, journaux, sont des hommes. 80% des témoins, c'est-à-dire des gens du testimonial qui racontent des histoires vécues, étaient des femmes. Donc à Psycho, on essaye de faire très très attention à maintenir cette parole experte des femmes. Donc c'est une forme de combat, mais moi je ne me reconnais pas dans un combat violent, virulent, agressif, ce qui peut-être va nous expliquer Catherine. Et je voudrais savoir, à ton avis, est-ce que si le mot féminisme, donc Catherine Blanc, que vous connaissez tous, je pense, pardon, je ne vous ai pas représenté, psychanalyste, sexothérapeute, qui est chroniqueuse à Psycho, qui nous dégomme des idées reçues sur la sexualité, sur les relations hommes-femmes, dans chaque numéro, c'est un bonheur pour réfléchir autrement nos relations et justement s'émanciper un peu des stéréotypes. Donc merci Catherine d'être avec nous. Voilà, la question c'est, est-ce qu'il peut y avoir un féminisme doux ? Est-ce qu'on peut se dire féministe ? Pourquoi est-ce que c'est tellement chargé ce terme ? 30%, Mercedes dit c'est beaucoup, moi je trouve pas. 70% des gens veulent pas se dire féministe. Est-ce que c'est quelque chose de honteux ? Est-ce que c'est quelque chose... Comment tu analyses ça en termes psychologiques, psychiques ? Alors, moi, je ne sais pas si ça fonctionne. Très bien. Moi, ce qui m'a intéressée quand j'ai réfléchi ce sujet, c'était de voir que le féminisme n'est pas une histoire récente comme je le pensais, bêtement. C'est-à-dire, en effet, je me référais à nos mères, nos grands-mères, et j'ai été surprise de voir qu'il faut remonter bien, bien, bien loin dans l'histoire. Et notamment, par exemple, j'ai aimé cette phrase de Innocent III qui disait du mariage qu'il était la rencontre de deux volontés et non pas la rencontre de deux corps. Donc c'est intéressant parce que tout au long de l'histoire, le siècle des Lumières, etc., on voit des mouvements féministes et puis ils s'éteignent. Et du coup, ça m'a fait me poser cette question, pourquoi ils s'éteignent ? Parce qu'on pourrait se dire qu'à partir du moment où une femme est en mouvement, eh bien, elle déclenche quelque chose qui va être suivi par la culture, comme les petits garçons se calquent sur leur modèle paternel, quid des petites filles et du modèle maternel. Et tu viens justement de faire écho à cela. Qu'est-ce qui fait que les petites filles n'enclenchent pas naturellement, tranquillement, cet élan de réflexion sur elles-mêmes ? Et alors, du coup, ça pose deux choses. D'abord, comment se construit-on psychiquement ? À la différence des petits garçons, une petite fille, quand elle va avoir, pardon pour les poncifs psychanalytiques, voilà, je prends d'abord des gants, mais je vais un peu vous embarquer dans mon univers. N'hésitez pas à demander des précisions, des définitions, si vous avez un problème. Oui, parce que je vais essayer d'être rapide, mais du coup, je risque d'être à l'emporte-pièce, donc surtout arrêtez-moi. Quand une petite fille va être dans une phase importante de son histoire, enfin il y a des tas de phases importantes bien sûr, mais là sur celle qui nous concerne, c'est quand elle va découvrir qu'elle est une petite fille, elle a 2 ans et demi, 3 ans, qu'elle est genrée. C'est l'éveil de sa pulsion sexuelle qui ne va pas donner lieu à un désir sexuel à proprement dit comme on peut le penser pour l'adulte bien sûr, mais qui fait qu'elle va se voir du point de vue d'une identité et d'un projet à venir. Quand elle va être dans cette situation-là, elle va regarder maman et elle va se dire « je suis donc comme maman et qu'est-ce qui me définit pour être comme maman ?» Eh bien, c'est d'aimer papa. Donc, évidemment que pour faire cela,
elle va devoir trahir maman pour se retourner vers papa. Ce qu'un petit garçon ne fait pas, parce qu'un petit garçon, il a été élevé par maman, et puis élevé par maman, quand il va réaliser qu'il est un petit garçon, eh bien, il continue à se tourner vers maman. Ce qui fait que le rapport son rapport à sa mère va être dans être soigné par sa mère, désirer sa mère qui le soigne et qui jouit de le soigner. Et du coup, il a une sorte d'aisance, de tranquillité qui va lui permettre une assise dans le regard vis-à-vis de la mère. Et puis ensuite, il va mimer papa dans un projet extérieur et qui va le lancer vers le monde. Donc ça veut dire qu'on est quand même, en tout cas avec Freud, oui. condamné à être dans la maternité pour les femmes Non. et dans le combat pour les hommes. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir, ça sera un autre sujet éventuellement je vais aborder, aucune condamnation. Je vous dis simplement, pardon ? Non, mais en fait, c'est pas mal barré. Nous avons un chemin, c'est qu'en faisons-nous ? On peut en faire tout et son contraire. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant. Et la conscience du chemin permet l'aptitude, parce que ça permet justement de faire des choix éclairés et non pas justement des soumissions à nos fantasmes en réalité. Donc, ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est qu'il va y avoir une rivalité forte entre la fille et sa mère. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que la petite fille a encore besoin du soin de sa mère, mais elle doit la trahir pour aimer le père. Donc elle va se retourner vers l'extérieur, ce qui fait que c'est difficile d'adopter le modèle maternel, outre le modèle d'une mère qui est soumise à moi pour me faire grandir et qui est dans une séduction et une attente désespérée de papa. Donc, quand ma mère est ou dans ce rapport d'attendre papa qui va être enfin sa bouffée d'oxygène, puisque je suis son enfant qui lui impose un soin, en quelque sorte, au quotidien. On sait combien un enfant est tyrannique. Même tout mignon, même tout choupiné, un enfant est d'une tyrannie incroyable. Ne serait-ce que les 2 heures, toutes les tétées au début, ne serait-ce que ensuite tous les soins qui incombent à la mère, évidemment, parce qu'elle le souhaite. Ce n'est pas encore une obligation, c'est aussi sa réalisation formidable, mais avec évidemment tout ça au rythme, pas de son rythme à elle, du rythme de l'enfant. Ce que, du point de vue de l'enfant, le père n'a pas. Il n'est pas au rythme de l'enfant. Il vient, il participe de la relation avec son enfant, mais il est plein d'ailleurs, plein d'inconnus qui fait justement la fascination de l'enfant. Donc ce que je voulais dire, c'est que dans la relation mère-enfant, eh bien, où la mère est une bonne mère, il n'y a pas de mère suffisamment bonne, mais dire une bonne mère dans le sens retourner vers son enfant, s'épanouissant dans son soin maternel, mais l'enfant doit trahir cette mère pour se retourner vers le père, ou la mère est ambitieuse et à l'extérieur est une mauvaise mère, et si elle est dans des réflexions politiques, notamment par exemple au niveau du féminisme, elle est une mère qui m'a abandonnée. Elle est une mère qui voit et défend les autres et ne me défend pas. Elle est une mère qui m'abandonne pour quelque chose qui lui tient à cœur et qui en plus tue papa puisque c'est contre l'homme, perçu comme tel. Et donc si c'est contre l'homme, mon projet, moi, où est-il? Puisque moi, je dois séduire l'homme. Alors là, je t'interromps. Oui, très bien. Tant mieux. Qu'est-ce qui, dans la construction psychique que tu nous expliques, apparemment on vit tous totalement à notre insu, parce que tout ça, ça s'engramme dans nos inconscients, fait qu'une femme ou un homme va se revendiquer à l'âge adulte, féministe ou pas? Est-ce que ça a à voir avec quelque chose de l'éducation et du psychisme? Ou est-ce que c'est purement culturel, environnemental, éducationnel Alors moi, je ne peux pas faire la scission entre purement culturel, environnemental et psychique, puisque l'environnement et la culture est le fruit de nos psychismes. C'est-à-dire que c'est bien toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs qui font nos lois. C'est-à-dire que, pourquoi, si je remonte à monsieur et madame de Cro-Magnon, si monsieur de Cro-Magnon, quand il est face à madame de Cro-Magnon, eh bien, évidemment qu'il a besoin... Nous avons un grand avantage sur les hommes, c'est que nous savons que nos enfants sont de nous. Et ça, c'est un avantage... Ça, c'est un pouvoir. Colossal. Non seulement nous avons la capacité de faire de l'humain, ça se rapproche de Dieu. Donc c'est quand même un délire de toute puissance fantastique de fabriquer de l'humain, qui plus est, comme le disait Marianne, c'est Marianne, votre prénom, comme disait Marianne, non, c'était Mercedes qui disait, pardon,
de faire 5 garçons, 5 zizis qui sont sortis d'elle. Donc, c'est dire... C'était pour quelque chose. Voilà. Donc, vous précisez, qui pouvait du coup, parce que c'est quand même assez troublant ce que vous nous racontez, moi je ressens un discours masculin incroyable. Alors, pardonnez-moi. Je ressens Freud qui m'envahit de partout. Parce que l'homme, pourquoi l'homme, dans ce que vous avez raconté, moi le seul trouble que j'ai, c'est la maternité. Elle n'a pas été vécue à travers les temps de la même façon. Absolument. Il y a eu des temps où les mamans de bonne famille croyaient que céder leurs enfants à l'élever à d'autres était tout à fait adéquat. Oui, et encore aujourd'hui, vous allez à Tahiti, si vous avez des enfants et qu'une mère n'en a pas, elle peut dire « tu ne voudrais pas me donner ton enfant, tu en as déjà beaucoup », et ça n'est pas culturellement problématique, bien sûr. Et donc, l'enjeu numéro 1, quand même, pour moi, c'est pourquoi un enfant appartient-il? Dit-on qu'un enfant appartient-il aux mères à ce point, puisque vous racontez le souci de l'enfant tout le temps du côté de la mère. Et en fait, c'est pour ça que je ne suis pas du tout étonnée par cette étude. Cette étude, elle raconte la soumission. Je pense que nous sommes en état de soumission très fort. Et elle le raconte, c'est dans la tête, c'est dans nos têtes, et c'est inscrit. Et pour combien de temps, j'en sais rien. Vous savez, moi j'ai trouvé mon agenda de naissance dans lequel il a expliqué comment plaire à son homme quand on fait le ménage pour pas que quand même il perde toute passion pour vous. Comment s'habiller pour repasser la... J'en ai tenu compte. La domination voilà, il est là, c'est qui raconte cette histoire, comment raconte-t-on encore et toujours cette histoire du masculin et féminin comme si c'était totalement acquis comme ça et que ce n'était pas culturel. Parce que quand vous en parlez, vous en parlez comme une science. Est-ce que tu me permets, Mercedes, de reformuler ta question, peut-être, j'espère sans la trahir, mais comment moi je fais pour élever des enfants qui ne vont pas être un petit macho et une petite Barbie? C'est-à-dire que comment je sors de la reproduction des stéréotypes en tant que parent? On a fait un papier il n'y a pas très longtemps d'une jeune journaliste à psychologie qui refusait d'habiller sa fille en rose. Elle a galéré. Les grands-parents, ils lui foutaient du rose, les tantes, ils lui ramenaient du rose. Et je veux dire, c'est des gens qui vivent à Paris et tout ça, qui sont comme nous, hein, normaux. Donc, comment on ne reproduit pas ces schémas? Comment on n'est pas dans une forme de fatalité psychique? C'est vrai qu'on entend un peu dans ce que tu dis, en s'en émancipant. Comment on s'émancipe de ça? Si je peux me permettre, en fait, ce que vous racontez, c'est le contraire de ça. C'est que, en fait, c'est l'alternance. Enfin, oui. Je pense que vous étiez parti sur cette idée de l'alternance. Ce que je voulais dire, c'est que je voulais expliquer que ce qu'il faut comprendre, pour pouvoir nous positionner les uns et les autres, il faut comprendre pourquoi chacun des deux sexes s'est positionné ainsi. La notion de domination de l'un sur l'autre ne pose pas la question unilatérale de l'un qui domine l'autre. Ça pose la question de qu'a joué la femme dans ce rôle de domination. Certains psys, dont je ne fais pas partie, dont Freud peut-être, a parlé énormément de la soumission féminine, Lacan aussi, etc., de la soumission féminine comme presque constitutionnelle. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas de la comprendre comme si elle était intrinsèque, c'est comprendre ce qui fait l'enjeu de pouvoir de la soumission potentielle féminine, parce que c'est un pouvoir. Et en l'occurrence, si je parlais de monsieur et madame de Cro-Magnon, c'est que quand l'homme, lui, n'est pas assuré, que quand il va chasser et qu'il revient avec sa bête sur le dos pour nourrir son petit, il est bien en train de nourrir son enfant, et pas celui du chef de la tribu voisine, eh bien, évidemment qu'il naît avec une peur qui fait son agressivité. C'est comme ça que Françoise Héritier explique les débuts de la soumission. Voilà. C'est-à-dire, et en plus, au début, ils ne comprenaient pas, au début, ils ne comprenaient même pas qu'ils étaient pour quelque chose dans l'enfant. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas compris que leur zizi intervenait. Exactement. Donc ils croyaient que c'était le chromosome des femmes. Donc l'enfant appartenait aux femmes. Oui, bien sûr. Et donc, ça crée une peur énorme. Sauf que cette peur énorme, la femme pourrait se dire « fille de la peur ». Sauf qu'elle a besoin de s'assurer qu'il vienne bien avec la bête sur le dos. Donc, comme il a besoin de s'assurer, parce qu'il faut bien le nourrir, ce foyer. Donc, à ce titre, elle va devoir trouver un modèle pour rassurer l'homme. Et le modèle pour rassurer l'homme ne vient pas de ce qu'impose l'homme. C'est ce qui va permettre le tandem
je parle de monsieur et madame de Cro-Magnon. Après, on a à le réfléchir au fur et à mesure de l'histoire. Mais donc, assez naturellement, par exemple, puisque je suis sexologue, la notion de désir est un sujet, évidemment, sur lequel je travaille énormément. Eh bien, le problème, c'est que les hommes veulent des femmes désirantes et ont peur des femmes désirantes. Parce qu'une femme qui n'est pas désirante de moi, homme, c'est une femme qui va me frustrer. Mais une femme qui est désirante est une femme qui, quand je vais partir au travail, va désirer. Donc, évidemment qu'il y a eu un espèce de poids colossal sur le désir féminin, parce que si elle est désirante, elle va faire des bébés tous les 9 mois avec tous les types qui vont être dans les parages. Et à la fois, il faut qu'elle me désire. D'où la position, en effet, de la femme qui a peur de son propre désir, parce que son désir ferait peur, et qui, du coup, se met à subir une réponse au désir. Ça, je ne suis pas en train d'accuser la femme de ça, mais ce sont deux peurs, la peur de ne pas avoir l'homme pour la femme et la peur de l'homme de perdre la sécurité de sa paternité et de son lien. Est-ce que tu penses, que ça, c'est cette peur-là, presque archaïque, on va dire, Oui. on voit que ça n'a pas tellement évolué quand même, et est-ce que tu penses que c'est dans cette forme d'autocensure, peut-être dans une envie de pouvoir, dans un goût du pouvoir, dans ce qu'on a vu qui est quand même assez confondant, hein. Tout le monde est d'accord pour dire il faut de l'égalité, il faut des femmes au pouvoir et tout. Et nous, on est les premières à dire ouais, peut-être pas trop quand même, je sais pas. Est-ce que cette peur-là te semble expliquer de façon presque dans les siècles et les siècles passés et aujourd'hui encore, cette autocensure, cette réticence à occuper des postes, à demander des augmentations, à s'affirmer, à oser? Oui, parce que la difficulté, c'est que toute réflexion que l'on a pour soi-même ne fait pas fi de soi avec l'autre. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une race qui nous préoccupons de nous-mêmes, bien que très narcissiques les uns et les autres, de nous-mêmes pour nous-mêmes et sans lien avec les autres. Nous avons besoin du regard de l'autre sur nous. Nous avons besoin du miroir qui nous renvoie de notre valeur et de notre qualité. Et évidemment que ce que nous avons à travailler, c'est ça, grandir. C'est de pouvoir être la source de notre reconnaissance. Bien sûr, nous aimerons la reconnaissance extérieure, mais la tranquillité d'être en accord avec soi comme étant la source et la base de la compréhension que nous avons de nous-mêmes. Mais comme nous cherchons toujours dans l'autre, eh bien, nous faisons des compromis pour être aimés. Et c'est là que se pose la question de la perception que l'homme a de comment puis-je faire pour être aimé et la perception de la femme, comment puis-je faire pour être aimée. Et du coup, la réponse à cela dépend de nos histoires personnelles, quels parents nous avons eus, comment ils s'aimaient eux-mêmes, quel était l'enjeu relationnel entre le père et la mère, et moi, est-ce que je vais ou réparer la mère en faisant l'opposé, ou me mêler pour être aimée de la mère à son mode de relation? Et évidemment que tout cela va entraîner une lecture très particulière pour chacun d'entre nous, avec des enjeux colossaux pour chacun d'entre nous, qui feront pour les unes une liberté formidable de désir au sens large du terme, c'est-à-dire de désir de découverte, d'apprentissage, de conquête, de pouvoir, de sexuel, etc. Et pour d'autres, une limite à poser pour justement continuer à ne pas trahir les miens, parce que le pire dans l'histoire, c'est que nous avançons dans notre vie d'adulte, même avec des parents défunts, en veillant à ne pas les trahir. Ce qui est assez curieux, parce que d'ailleurs j'observe beaucoup, au décès des parents, tout d'un coup, après le temps du chagrin, pour ceux qui se permettent de sortir du chagrin, une envolée. Et une envolée réelle, un remerciement parce qu'ils nous lâchent les baskets. Ils nous lâchent les baskets de leur regard, de leur pression, sauf pour certains qui les voient encore les regarder de là-haut et qui du coup, avec un interdit qui serait l'histoire qui encore perdure et transmettent. Comment tu expliques alors que nous soyons, nous les femmes, quand même plus enclines, par exemple, à avoir un boss homme? Ça, c'est quand même un truc frappant de l'étude, je trouve. C'est entre nous, finalement, est-ce qu'on ne se fait pas confiance? Est-ce qu'on fait plus confiance aux hommes? Alors ça, c'est sûr que dans notre société, alors je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas bien placée pour étudier cela, mais ce qui est quand même intéressant, c'est de voir les tribus dites primitives avec des groupes de femmes et des groupes d'hommes séparés avec une non-mixité, avec des tâches qui incombent aux uns et incombent aux autres, et le relationnel fraternel, même si ce n'est pas de la même famille, des femmes entre elles. Et
toute la difficulté dans nos sociétés où nous faisons des micro-sociétés familiales, où du coup chacune chacune veille à la sécurité du maintien de la cellule. Et de fait, ça n'entraîne pas une tranquillité de fraternité entre les femmes, parce que l'enjeu est la séduction de l'autre et la pérennité de ma cellule familiale, de mes petits, etc. Et du coup, ça met des tensions, ce qui pose bien sûr la question de d'où je viens. Encore une fois, quelle est la relation entre mon père et ma mère? Quel est le regard de ma mère? Sa sécurité à elle? M'a-t-elle contenue, soutenue ou m'a-t-elle abandonnée? A-t-elle joui de sa relation avec son mari? Et j'ai pu voir qu'il se passait qu'elle était une valeur elle-même propre, désirée par son homme. Donc la femme est désirable, au sens pas sexuel du terme. Désirable, c'est-à-dire qu'elle est pleine de pouvoir, de potentiel, elle est intelligente, elle est riche, elle est sécurisante, elle est tout ça. Ou alors, c'est une femme qui, elle, est narcissiquement fragile, et du coup, sa jouissance, c'est moi. Et si sa jouissance, c'est moi, eh bien, c'est dans ce qu'elle va faire de moi, alors où je vais partir parce que je suis la réussite maternelle, parce que j'ai été sa jouissance, ou au contraire, parce que, justement, elle n'a trouvé, au lieu d'être dans son relationnel avec son mari, c'est avec moi, garçon ou fille, qu'elle l'a trouvé, évidemment, ça va entraîner un autre regard sur mon enjeu à moi. Ça veut dire, pardon, qu'un homme au pouvoir, c'est la sécurité, c'est quelque chose qui nous sécurise. C'est celui qui effectivement tient, comme si c'était lui qui avait été perçu comme étant solide et fiable dans sa perspective, quand ma mère et donc la femme par essence, sera ou ma rivale, encore une fois, cette idée que je suis rivale de ma mère pour plaire à mon père, et donc elle ne me soutiendra pas, elle ne m'élèvera pas. Une enfant qui est par exemple, dont la mère jalouse sa jeunesse, la beauté de sa peau, ses seins qui poussent, sa séduction, etc. Oui, mais enfin tu verras, oui, mais enfin tu verras. Oh, mais, toutes ces phrases assassines, je vous assure, il y a des phrases d'une violence épouvantable. Évidemment qu'il va être difficile de pouvoir tranquillement porter la légitimité de ce vers quoi je vais aller, parce que ou je suis une méchante à l'égard de ma mère, ou je suis une garce, une pute, parce que je séduis mon père et je passe outre ma mère. Donc alors, effectivement, le rapport à la hiérarchie féminine et masculine dépendra de ce qui s'est joué dans ma fratrie de filles, si je suis issue d'une fratrie de filles, s'aimait-on ou se faisait-on la guerre, et ce qui s'est joué dans ma relation à ma mère. Est-ce que j'ai confiance? Est-ce qu'elle est pour moi un élan? Est-ce qu'elle me pousse vers l'avenir? Ou est-ce qu'au contraire, elle me retient, elle me coince en dessous d'elle pour rester elle, toujours au top, pour toujours être l'objet d'amour de son mari et pas moi. Alors, c'est très frappant ce que tu dis. Je vous invite chacune et chacun à réfléchir à la façon dont vos parents se sont aimés, engueulés, ont été en compétition ou en harmonie. Et je pense que tout ça, évidemment, nous détermine. Moi, je vois quand même des solutions aussi à ce constat qui est quand même pas... On a un peu le sentiment qu'il y a beaucoup de boulot encore. Hein. Et Mercedes, je te dis tout de suite, je dis juste un truc. Les réseaux de femmes, la sororité, les networks, on a des gens ici qui s'occupent du Women Forum. Enfin, on est blindés. Je ne sais pas, vous, combien de sollicitations vous avez pour faire partie d'un réseau féminin par jour, par mail. C'est hallucinant. On a besoin de s'entraider. Clairement, visiblement, on manque un peu d'appui, on manque un peu de cette sécurité qu'on trouve entre pairs dans ce type de réseau. Est-ce que tu penses que c'est un signe que les choses changent, que les choses s'organisent, qu'il y ait autant de networks aujourd'hui dont la carte de membre, c'est d'être une femme. Vraiment, c'est très, très genré. Et d'accéder au pouvoir. Et c'est quand même ça le propos de ces réseaux. Est-ce que tu penses que ces endroits-là sont des endroits qui vont faire bouger un peu les constats qu'on voit là? Comment tu analyses? Alors déjà, analyser pourquoi ces endroits. Donc ça pose la question, est-ce qu'il y a des lieux où j'étais interdite et donc je veux mon lieu à moi, donc en opposition avec les cercles d'hommes? Et puis, il y a l'idée, et je fais référence à une phrase que Lucie Desjonquières, qui est présidente de IWF, International Women Forum, qui disait « ce sont des femmes qui sont des gentilles ». Ça, c'est un mot qui vient de sa bouche. Ce sont des gentilles et des bienveillantes. Et c'est intéressant parce que ça pose aussi la question de
pourquoi nous avons l'idée qu'il y aurait des méchantes, encore une fois. Et ce qui veut dire que, encore une fois, la lecture que nous avons et ce contre quoi nous nous battons, peut-être, c'est justement de changer ce regard des femmes les unes sur les autres comme étant potentiellement une agressivité, une mise en danger, et donc ce besoin de retrouver une communauté de femmes, comme c'était d'ailleurs historiquement, qu'on dit tribu aujourd'hui primitive, mais qui existe encore dans les tribus dites primitives, qui est cette communauté de femmes où on s'appuie les unes sur les autres. C'est d'ailleurs intéressant. Je fais un petit parallèle avec l'école devenue mixte, qui est évidemment une richesse formidable. Justement, on va dire qu'on n'est pas parqué et avec des projets différents ou des éducations différentes. Ceci étant, on est tout de suite mis dans le bain de l'enjeu de qui va être mon chéri, ma chérie, alors que dans une communauté de femmes grandissant à côté, l'enjeu masculin n'est pas perdu pour autant, il est éminemment fantasmé et éminemment projeté, construit, etc., mais dans une tranquillité des femmes entre elles. C'est vrai que c'est compliqué, c'est merveilleux la mixité, mais il y a des enjeux et des pièges aussi à cela, et les hommes d'ailleurs, dès lors qu'ils sont en présence de femmes, si on va chez les jeunes, ils n'ont plus le même comportement parce que faut être super couillu, hein. Donc on a tout d'un coup la tranquillité des hommes à être entre eux. D'ailleurs, regardez dans un premier temps à la maternelle, ils ne cherchent pas la mixité même s'ils sont dans une école mixte. Les garçons sont entre eux, les filles sont entre elles. Bien sûr que l'enjeu il est d'autre part, il est de l'autre côté, mais chacun va pouvoir travailler à sa propre construction. Je voulais dire une petite chose parce que une de mes amies féministe me disait, en parlant de son mari, parce que régulièrement elle s'épanche, comme on peut le faire toutes, sur ce qui nous est douloureux, et donc elle s'est penchée sur la difficulté qu'elle avait dans ses relations avec son mari, parce qu'elle trouvait que franchement, elle vivait avec un type qu'elle aime par ailleurs, qui est formidable par ailleurs, etc., mais épouvantable parce qu'il véhicule des valeurs qui ne lui conviennent pas, parce que c'est un porc, me disait-elle, c'est dire le terme, parce qu'il y avait des choses à droite, des choses à gauche. D'ailleurs, de confession juive, l'idée était intéressante. Et donc, c'était vraiment un truc assez douloureux pour elle de se dire, il ne met pas la main à la pâte, il laisse tout en vrac, il sort, il est taché, c'est épouvantable. Elle achète un truc qui va être cassé en moins de 2, enfin bon. Et il se trouve qu'elle va avoir un premier enfant, un garçon, et elle me dit « Ouf, j'ai eu un garçon ». Bon, moi, j'essaie de pas faire ma psy avec une copine, donc je ne dis rien. Je m'étonne quand même, je me dis « Tiens, c'est intéressant, parce que quand même, tu sais plus le cheminement d'une femme que le cheminement d'un homme. Pour éduquer un enfant, on peut se poser la question si on saura éduquer un petit garçon, si tant est qu'il faille avoir une éducation différente. C'est intéressant pour comment tu vois les choses. Ah, j'aurais pas du tout su comment éduquer une fille. » Bon, je ne vais pas plus loin, puisque je ne suis qu'une amie. Et puis, elle va avoir un deuxième enfant, un garçon. Et puis, un troisième enfant, un garçon. Et alors, elle a bien l'intention de faire des garçons qui seront des hommes en opposition à ce modèle masculin qui est le père. Qui d'ailleurs, ça tourne bien, il travaille, donc il ne sera pas très, très, très présent. Donc, elle pourra vraiment donner sa patte. Donc, il est absolument hors de question qu'il y ait des armes à feu dans les jeux des enfants. Il y a absolument hors de question qu'il y ait quoi que ce soit de guerrier, de toute façon, dans les jeux que pourront avoir les enfants. Ceci étant, je la vois régulièrement, dès qu'il y a un carré d'herbe, jouer à la bagarre avec les garçons. Tout ça me laisse un peu curieuse. Et moi, de lui dire, tu sais, même si tu mets pas d'armes à feu, t'inquiète pas, ils le feront avec des bâtons. Et on n'a pas attendu qu'il y ait dans le commerce des armes à feu pour que les petits garçons jouent avec des bâtons, lancent des pierres, etc. Ça fait partie, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, mais d'un processus assez normal du petit garçon. Et puis, évidemment, un jour, ils partent en Israël. Et donc, quand les enfants rentrent, je leur dis, alors, vous avez visité quoi, etc. Et ils ne m'ont parlé que d'une chose, c'était les hommes en armes. Donc, il y avait des armes partout, c'était formidable, c'était extraordinaire. Bon, ça marchait, donc. Et je crois que pour faire naître le désir, rien de tel que... Censurer. La censure, oui. Et surtout, ce que j'ai observé, c'était la façon qu'elle avait de les, en bonne mère juive, pardon du cliché,
garder à elle, de devancer des tas de choses, de mange ça et fais ça, et non mais là je vais faire, etc. Je dis, tu es en train de nous faire le double de ton mari. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est mise dans un processus parce que sa jouissance, et c'est là qu'elle s'est perdue en quelque sorte, c'est qu'elle souffrait d'un manque de reconnaissance de la part de son mari et elle a cherché la reconnaissance dans l'amour de ses enfants dont elle a évité toute la réalité de tu fais ton lit, tu mets la table et tu prépares le repas. Et elle travaille, cette Oui. amie? Ah oui, en plus elle travaille, elle est consultante, très active, mais tout ça justement, même pas peur, c'est dans un truc où je ne suis inépuisable. Ah, vous arrivez à l'improviste? Welcome. Ah, mais vous êtes combien? 10? Ah, mais oui, bien sûr. Jusqu'à évidemment être complètement rase-moquette. Et avec des enfants, tout le monde les doigts de pied en éventail, dans un truc de toute puissance. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que dans ce modèle de toute puissance féminine exprimée, elle ne fait que un modèle de soumission et elle impose finalement à ses enfants cette image-là et qui fait jouir la mère. Donc faire jouir demain une femme, c'est être dans ce mode de fonctionnement-là. Au sens imagé. Hein. Oui, bien sûr. Quand même, Ciel. Cette femme, elle a aimé ce qu'elle appelle un porc. Mais bien sûr, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle est dans une sorte de jubilation. Même elle a une jalousie quand elle est sur lui. Il y a des moments quand il parle à droite ou à gauche ou regarde à droite et à gauche, elle vient lui prendre sa joue comme ça et l'embrasser fougueusement. Territoire. Et à la fois, vous voyez, mais tout ça, évidemment, je le sors du contexte parce que c'est au milieu de plein de choses. C'est parce qu'évidemment, mon œil cible ces choses-là pour vous le raconter, au milieu de choses tout à fait banales. Mais est-ce que, on peut reproduire cette histoire dans le milieu du travail, en imaginant une femme de pouvoir toute puissante dans cette économie relationnelle-là avec des hommes? Est-ce que c'est pas pour ça aussi qu'on s'autorise pas forcément que le pouvoir c'est mal, et que c'est pas pour nous? Et que justement, on peut exercer une toute-puissance, mais c'est dans la sphère du foyer, c'est dans la sphère familiale, et on se l'interdit. Comment tu fais ce... Alors, justement, le terme de pouvoir est... Si vous avez des questions, pardon, je monopolise la parole, mais n'hésitez pas. Hein. Alors, le terme de pouvoir est un terme intéressant parce que dans pouvoir, il y a une possible confusion. De quoi parle-t-on? Du pouvoir sur l'autre ou du pouvoir d'être? Et c'est là que se pose la question, parce que pour nombre de femmes, avoir le pouvoir, c'est le pouvoir sur l'autre, et ça génère une angoisse qui est une angoisse d'agressivité et une angoisse de castration. Alors là, pardon, je repars dans un truc... Peut-être pas tout de suite, mais je crois qu'on comprend. Non, mais voilà, non, on s'auto-censure sur le pouvoir. Par peur d'agresser. Comment j'en sors? À part passer 10 ans sur un divan. Non, il n'est pas question de ça. J'ai l'impression qu'en fait, il y a plusieurs lectures. Moi, je ne suis pas du tout étonnée par l'étude, je le répète, parce que je pense que l'étude qui est passionnante, et il faut les faire, ça rend compte de l'état dans lequel on vit aujourd'hui, ça rend compte, c'est très compliqué, ça fait des milliards d'années que ça dure, et après, il faut voir quel est notre intérêt. Donc, moi, je n'ai pas un intérêt psychologique, je m'en fous, hein, chacun fait ce qu'il veut. Je pense... humainement, que l'égalité, c'est bien. Je pense qu'on élève les petites filles pas bien. Je pense qu'en France, on fait des drôles de trucs, on s'en rend même pas compte. Et qu'après, il y a des lectures, et qui sont toutes passionnantes, psychologiques. Et moi, je vous écouterai des heures, parce que je pense qu'il y a une lecture psychologique forte, que la relation parent, elle est très, très forte. Parce qu'il faut, bien sûr, il faut se rendre compte que ça se fait quand on est trop petit pour prendre le recul. C'est pour ça que c'est à moi, réfléchir. Je vous entends tout à fait, parce que je me souviens que moi, j'ai eu de la chance. C'est-à-dire que ma mère, elle était au foyer et elle grognait sans arrêt parce qu'elle n'était pas super heureuse. Et donc, ma maman, qui avait vachement de charme, vachement d'intelligence et plein de choses, elle disait, oh, c'est pas rigolo, hein, ce truc et tout. Et mon père, il arrivait et il disait qu'il avait travaillé. Et moi, je ne croyais pas. Je me disais, il est allé s'amuser. Et donc, ça a arrangé beaucoup. Ça m'a aidé dans la vie parce que je suis allée m'amuser. Et je considère que tous les patrons s'amusent.
Et je considère que les dames qui font le ménage, elles font le vrai boulot. Donc, vous vous rendez compte, je ne fous rien. Donc, c'est formidable. Donc, ça aide. J'entends, et puis comme j'entends le fait que la relation, comment se fait la relation avec l'enfant, j'entends tout ça. J'entends la lecture de Françoise Héritier avec la compréhension anthropologique de ce qui s'est passé. J'entends aussi l'histoire, c'est-à-dire dans quelle histoire, qu'est-ce qu'on a comme modèle de femmes au pouvoir, etc. Je comprends l'inquiétude par rapport au mot féministe. Si féministe, c'est on va castrer les mecs, voilà. Moi, je dis juste que quand on voit les résultats, on a quand même un souci. Si on est dans les droits humains, moi, je ne suis pas dans un truc compliqué, je suis dans les droits humains. Quand dans le monde aujourd'hui, vous avez des chiffres comme on a sur le fait que les femmes ne seront pas payées, vous êtes dans de l'esclavage. Des êtres humains qui ne reçoivent pas un rond et qui travaillent tout le temps, c'est des esclaves. Quand vous êtes dans un retour aussi violent à des discussions sur l'IVG, parce que tout ça rend compte de ça aussi. C'est-à-dire, vous entendez tout d'un coup que ce qu'on croyait être des avancées pour le corps de la femme, acquis, sont remis en cause. Quand vous êtes, et ça c'est plus grave, dans des discours soi-disant religieux, où tout d'un coup, les femmes sont traitées et sont des butins d'hommes et doivent obéir aux hommes et ne peuvent plus sortir des maisons et sont enfermées, vous dites, attendez, on veut juste voir comment on avance, sans idéologie, on aide les êtres humains à être plus du côté des droits humains. On veut juste ça. Et ça, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire. Je pense que ce n'est pas pour rien que les filles se retrouvent entre elles. Pourquoi aujourd'hui les femmes se retrouvent entre elles ? Moi, j'ai vu la création du Women's Forum. Donc, je peux vous dire, ces femmes de pouvoir qui disaient « il n'y a aucun problème ». Première réunion. Quatrième réunion, nous partagions des pâtes. Elle nous racontait une qu'elle n'avait pas fait d'enfant parce que ce n'était pas possible, elle ne pouvait pas réussir en même temps. Une autre que c'est les violences qu'elle avait perçues, etc. C'est-à-dire que des choses se délient entre femmes, et je pense que c'est pour ça qu'elles cherchent de nouveaux modèles. Et qu'au croisement de toutes ces analyses, qui sont des analyses très importantes, psychologiques, qui sont générationnelles, sociales, etc., on doit trouver des choses simples pour faire que les êtres humains respectent plus les droits humains. Et moi, je pense que quand on définit ça comme ça, on est féministe. On est féministe parce qu'on ne veut pas que les femmes soient traitées comme des moins que rien. Ce n'est pas possible. On comprend qu'elles sont parfois complices. C'est pour ça que moi, je dis toujours, j'aime mieux m'adresser aux femmes qu'aux hommes, parce que, non pas que j'adore pas les hommes, mais parce que je pense que si on n'a pas décidé soit qu'on n'allait pas vivre juste en perspective de séduire un mec, il y a peu de chances qu'on avance. Si on n'a pas décidé soit de qu'est-ce qui nous faisait plaisir, moi je vais vous dire, je travaille parce que ça me fait plaisir, hein, c'est tout, point barre. Et donc, et de temps en temps, moi j'entendais ma maman qui un jour va, vous voyez comme quoi on revient toujours aux mamans, on va ensemble voir le gynécologue. J'étais très gênée, hein. Je me suis dit dans quelle aventure elle m'emmène. Et ma maman qui était un peu franche, très moderne à l'époque, hein, parce que je vous rappelle qu'elle est née en Espagne et je ne sais trop quoi, mais qui arrive chez le gynécologue et qui lui dit « Est-ce que vous croyez que je pourrais prendre la pilule ?» À l'époque, il ne prenait pas la pilule et il faisait autrement. Et le médecin lui dit « Oui, bien sûr, vous pouvez prendre la pilule, il n'y a pas de problème. » Et puis elle lui dit mais il faut faire attention, les pilules, les premières pilules, vous grossissiez, vous allez grossir et tout. Et ma mère réfléchit et elle lui dit oh là là, je mange plus souvent que le reste. Hein. C'est non, je prends pas la pilule. Elle m'a fait marrer, quoi. Elle a dit attendez, tout d'un coup, spontanément, elle a dit que le plaisir, il n'était pas juste là, quoi. Il était beaucoup plus large. Moi, je pense que quand on apprendra aux êtres humains que les plaisirs sont larges et que la réussite humaine, c'est un truc compliqué, de temps en temps, de relation à l'autre, mais pas que de relation à l'autre, de capacité de faire des choses, etc. Moi, c'est ça qui me porte à dire, c'est passionnant d'avoir ces sujets, c'est passionnant de vous écouter parce qu'on comprend aussi comment nos histoires se construisent, comment c'est pas facile. Hein. Moi, je peux pas m'empêcher de tout ranger, c'est stupide, mais je range tout.
Voilà, je ne suis pas sûre que c'est génial comme vie, mais je range tout à n'importe quelle heure de la nuit, je range, etc. C'est grave. Voilà, je pense qu'il faut que je maîtrise toutes les 5 garçons. Je me reconnais dans la bêtise, je fais leur lit, quoi, parce qu'ils savent pas les faire. Voilà, ridicule. Tout ça, vous avez raison, c'est fondamental, mais c'est aussi fondamental que c'est pas normal qu'une fille fasse, parce que moi j'en ai des filles à l'agence, que des filles. Je peux vous dire qu'elles travaillent comme les hommes et qu'elles croient qu'elles ne peuvent pas prendre le poste suivant parce qu'il faut qu'elles s'occupent de leurs enfants. Mais de toute façon, elles s'en occupent. Et de toute façon, elles font le même nombre d'heures. Donc pourquoi on les paierait moins? Donc des choses aussi simples qui croisent, mais je trouve que les points à date que vous faites, les équipes, sont fondamentaux pour savoir où on en est, quoi. Bien sûr que c'est les femmes qui ont ça dans leur tête. Si elles n'avaient pas ça dans leur tête, le problème serait réglé. Elles ont aussi, je ne sais pas si ça serait réglé dans certains pays, hein, mais en France, oui. Merci Mercedes. Petit mot de... Vous avez des questions, des envies, des besoins de compréhension? Non, pas de questions. Moi, je voulais juste faire une petite conclusion en vous disant qu'on a du pouvoir, tous et toutes ici. On a tous un pouvoir extraordinaire, qui est le pouvoir du désir, nous dirait Catherine, mais qui est le pouvoir de faire changer les choses. C'est-à-dire que ce qu'on a vu là, franchement, c'est consternant. Alors qu'on a un jeune type plutôt sympa, un peu féminin, au pouvoir là depuis quelque temps, que voilà, il y a des choses qui bougent quand même objectivement, en tout cas au niveau de l'image. Là, il a repris un peu un côté masculin, c'est pas mal, il est un peu bi quoi en fait, et en fait on peut changer les choses par rapport à ce que tu disais Mercedes, individuellement, dans sa famille, avec ses copains, avec ses enfants, avec son mec, avec sa femme, etc. Et on peut changer les choses politiquement, au sens de la citoyenneté, parce qu'on est des gens, des médias, on est des gens qui avons une influence, donc on est des gens qui avons une responsabilité. Et c'est aussi notre responsabilité en tant que médiateurs, quels que soient vos métiers, on est tous dans ces professions où on fait la transmission entre du savoir, de l'image et du public, on est responsable aussi de l'image des femmes de pouvoir ou pas qu'on véhicule. On est responsable de donner la parole à des femmes qui ont de la cervelle et envie de diriger, et sans agressivité, avec bienveillance pour tout le monde. Mais on a, je crois, tous cette responsabilité. Donc merci d'avoir été là. Ça veut dire que vous en êtes conscients. Merci beaucoup.